l'enfer je reviendrai, c'est le titre du bouquin que co-signe l'avocat ivoiro-belge, Maître Serizoku, que nous recevons. Bonjour Maître Serizoku. Bonjour. De l'enfer je reviendrai, vous en êtes l'auteur, vous êtes inscrit au barreau de Bruxelles également, à la Cour pénale internationale où vous êtes l'avocat de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, qui on le rappelle est un ancien ministre ivoirien sous le régime de Laurent Gbagbo et qui est détenu à la CPI pour crimes contre l'humanité. Vous sortez aux éditions du moment de l'enfer je reviendrai, qui est un entretien que votre client vous a accordé. Première question, j'aimerais bien savoir qui est Charles Blé Goudé, comment était-il perçu par les Ivoiriens et comment en est-il arrivé là? Charles Blé Goudé est un Ivoirien issu du peuple, comme nous aimons appeler en Côte d'Ivoire la majorité des Ivoiriens, c'est-à-dire qu'il n'est pas né d'une famille fortunée, bien au contraire. Et Charles Blé Goudé correspond à la réussite un peu de la première partie de l'indépendance, post-indépendance ivoirienne, c'est-à-dire un produit de l'école publique, et puis qui a aussi eu la chance de circuler partout en Côte d'Ivoire, grâce à la faveur des affectations de son frère ou de ses parents qui s'occupaient de lui. Et cela forge une conscience nationale, cela rapproche des autres peuples. Et Charles Blé Goudé a par exemple vécu dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce qui va lui permettre d'ailleurs, lors de sa détention, de tomber sur quelqu'un avec qui il a pu échanger dans une langue du Nord, le Koulongo. Donc, et Charles Blé Goudé est un enfant du peuple qui s'est mis au service d'un certain nombre d'idées, c'est-à-dire d'abord le militantisme syndical au sein de la FESI, la Fédération étudiantine et scolaire, et puis par la suite un engagement pour défendre les valeurs de la République lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002 par la rébellion venue du Nord. En somme, M. Charles Blé Goudé inscrit ses pas dans un combat à la fois pour une autonomie et une liberté du peuple ivoirien, mais aussi de toute l'Afrique dans le cadre de rapports d'égalité avec tous les autres pays du monde. Dans quelles conditions de l'enfer je reviendrai a été réalisé? Ça a été réalisé dans des conditions où il était déjà en prison, et donc par conséquent, il fallait que je sois présent très régulièrement. En même temps que nous préparions à l'ouverture du procès, il était question qu'il porte à la connaissance du monde sa part de vérité. Et cela n'a pas été facile, puisque il fallait qu'il parle d'un vécu personnel, de souffrance, et il avait beaucoup de mal à revenir sur ces épisodes qui ont été très douloureux pour lui et pour toute la Côte d'Ivoire. Mais au final, j'ai pu le convaincre de témoigner afin que chacun sache qui il est réellement et puis quelles sont également ses pensées pour ses compatriotes et pour le reste de l'Afrique. Ce livre d'entretien commence avec l'arrestation de Charles Blé Goudé en exil au Ghana en 2013. Comment s'est faite l'interpellation? L'interpellation s'est faite assez violemment, même si M. Charles Blé Goudé est habitué à être arrêté violemment, puisqu'en tant que militant syndicaliste, il avait déjà fait au moins 8 fois la prison, et dans des conditions très dures. Et pourquoi avait-il... Parce que le pouvoir à l'époque, donc issu du parti unique, du post-parti unique, donc du multipartisme, mais apparent, où il manquait encore de la démocratie, donc notamment sous le président Henri Konan Bédié, n'acceptait pas l'expression de la démocratie estudiantine, et donc à chaque grève, il y avait des arrestations, et M. Charles Blé Goudé, tout comme un certain nombre de responsables de la FESI, était arrêté régulièrement. Il a même été enchaîné sur un hôpital, il y a des photos qui existent de cela. Donc c'est dit qu'il est habitué à l'adversité, mais bien entendu, cette arrestation est survenue en dehors de tout cadre légal, où des policiers ghanéens sont débarqués dans l'endroit où il se cachait, mais qui était su des autorités en réalité, pour l'enlever. Et puis, il n'a pas eu accès à des avocats, et par la suite, il y a eu une remise aux autorités ivoiriennes à la frontière, et sans qu'il ne sache où il allait. Et je sais que ça a été très difficile pour lui, parce qu'en Côte d'Ivoire, il était considéré comme l'ennemi public numéro 1, et donc il pouvait craindre d'aller... Et pourquoi il était considéré comme l'ennemi public numéro 1 en raison des deux blocs qui se sont opposés à partir des années 2000 consécutives à l'accession au pouvoir de Laurent Gbagbo, et du fait qu'en face, on avait des adversaires, notamment les Sorodium qui agissaient pour le compte de M. Alassane Ouattara, l'actuel président, ont tenté de différentes manières, à plusieurs reprises, de renverser le régime. Et donc tout cela a cristallisé un affrontement avec d'un côté des gens qui étaient armés,
la rébellion, et puis de l'autre, le camp de la République, dont Charles Blé Goudé se réclamait. Il avait même interrompu ses études pour revenir lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée le 19 septembre 2002, parce qu'il estimait qu'il était injuste d'user de la force pour tenter d'accéder au pouvoir face à un gouvernement qui avait été élu et qu'on ne voulait pas laisser travailler. Donc il y a eu des antagonismes et pour finir, il est devenu l'une des personnalités marquantes de la défense donc, de la démocratie, et ce qui fait que ceux d'en face qui ne partageaient pas ces valeurs ont considéré qu'il était quelqu'un à éliminer. D'ailleurs, rapidement, je donne une petite anecdote. Lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, pour laquelle le camp Gbagbo avait souhaité un recomptage des voix, mais pour lequel le camp adverse avait plutôt préconisé l'usage de la force, M. Charles Blé Goudé... Là, on est en 2011. On est en 2011. Eh bien, M. Charles Blé Goudé, à l'issue de la guerre qui a vu la défaite du camp Gbagbo, a dû fuir la Côte d'Ivoire. Et à un certain moment, on avait annoncé qu'il avait été capturé ou arrêté. Et à la joie que ses adversaires politiques avaient, on pouvait considérer que s'il le retrouvait entre les mains, son sort ne serait pas enviable, et c'est ce qui s'est passé. Et après son interpellation, il a été transféré à la DST qui est la prison des services de sécurité. Qu'est-ce qui va se passer? Alors la DST, effectivement, est une prison des services de renseignement ivoiriens, et donc ce n'est pas un lieu de détention légale, puisque lorsque vous êtes arrêté, on vous défère devant un juge, et on vous notifie les charges, et on vous transfère dans un établissement pénitentiaire. Cela n'a pas été du tout le cas, bien au contraire. M. Blé Goudé s'est retrouvé au secret pendant plusieurs mois, sans pouvoir recevoir des visites. Et on le déplaçait également, soit de la DST à d'autres endroits, avec des simulacres où on lui faisait porter des cagoules. Il pouvait rester des nuits entières cagoulé dans une pièce sans pouvoir se mouvoir, enchaîné. La DST, c'est un petit bâtiment derrière les bureaux eux-mêmes, qu'on appelle le blindé, où il n'y a ni entrée, ni fenêtre, ni sortie, véritablement, avec des cellules qui reçoivent aussi bien la chaleur que des eaux de ruissellement. Et dans cette prison-là, il a subi effectivement des sévices qu'on ne peut souhaiter à son pays. Avez-vous des preuves de ce que vous annoncez? Les preuves se trouvent dans le fait d'abord qu'on l'ait caché, n'est-ce pas, aux yeux des organisations internationales. Ce n'est qu'au bout, après plus de 6 mois de détention, voire même 9 mois, qu'il y a eu une visite de la Croix-Rouge, mais cette visite, à l'issue de cette visite, son sort ne s'est pas amélioré. Il y a eu également une visite d'un rapporteur de l'ONU qui a constaté lui-même ces faits, et il a dénoncé d'ailleurs plus tard dans des rapports, n'est-ce pas, les lieux qui n'étaient pas réglementés et réguliers comme lieu de détention. Et une preuve formelle, c'est que M. Charles Blé Goudé, par un sort dont nous ne parlerons pas ici, mais qui était heureux pour lui, a pu bénéficier de photos qui le montrent à la DST, quasiment dans le plus simple appareil, derrière des barrières avec une barbe amaigrie, et ces souffrances sont avérées. D'ailleurs, depuis que nous avons relaté cela dans le livre, cela n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni officieuse ni officielle. Et justement, revenons entre les lignes du bouquin aux pages 135 et 137, dans le chapitre intitulé « Mohamed, le djihadiste ». Qui est-il, ce fameux Mohamed? Alors, ce chapitre fait couler beaucoup d'encre, mais en réalité est le fruit d'une rencontre fortuite où Charles Blé Goudé, effectivement, se retrouve aux côtés de quelqu'un qui se présente comme un bras droit de Mokhtar Belmokhtar. Évidemment, on peut en douter au départ, et puis les détails... Belmokhtar, qui est l'émir de Acmi, oui. donc, en Afrique de l'Ouest, et donc recherché. Et donc, au-delà des premiers doutes et de la surprise, cette personne donne des détails suffisamment sérieux que nous prenons, moi je prends le soin de recouper, et que d'autres personnes prennent le soin de recouper, et qui arrivent au fait que, malheureusement, et en Côte d'Ivoire, il y a eu des djihadistes qui se sont retrouvés là, dans le cadre du conflit militaire de 2011, où ils n'étaient pas encore djihadistes, mais ils étaient mercenaires, ils ont servi pour le camp opposé au camp de M. Gbagbo.
Et puis ensuite, il y a des retournements d'alliance, manifestement, et une partie de ces personnes, dans le cadre donc, du conflit dans le nord Mali, etc., décident d'étendre leur emprise islamiste et veulent agir en Côte d'Ivoire contre leurs anciens alliés. Et c'est Mohamed qui fait sa Et c'est révélation Mohamed à qui Charles fait ses Blé Goudé. révélations, et ce qui explique que à l'occasion d'une tentative et d'un échec de ce coup, bon, il se retrouve emprisonné. Mais il dit, nous allons quand même agir plus tard, parce que nous sommes déjà infiltrés dans le pays. Et cela se passe sur tout le long de l'année 2014 et 2013. Et puis, malheureusement, on voit effectivement que le même groupe agit en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, donc un des lieux qui avait été ciblé. Ce qui corrobore malheureusement la réalité des faits et du fait qu'il y a un risque sécuritaire, un péril. Et M. Charles Blé Goudé n'a pas voulu garder cela pour lui, puisque le Mohamed en question a souhaité qu'il en fasse une grande publicité pour eux, à des fins de propagande. Mais M. Blé Goudé, en tant qu'homme politique engagé pour la paix en Côte d'Ivoire, ne pouvait pas garder cette information pour lui. Et donc, quel intérêt avait ce Mohamed à raconter toute cette histoire à Blé Goudé qui ne pouvait pas apporter de solution à ces problèmes? C'est même justement l'intérêt, parce qu'il se doutait certainement que M. Blé ne sortirait pas de là de sitôt. Et puis, on sait qu'au niveau de ces mouvements-là, ils font tout pour qu'on sache ce qu'ils font, d'où les revendications d'ailleurs qu'ils font. Et en même temps, ce personnage, manifestement, était très certain de ressortir et d'agir. Et il est sorti effectivement dans les circonstances que nous décrivons dans le livre, assez étonnantes. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire, tout comme la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest, se trouve dans l'œil du cyclone sur cette question sécuritaire qui doit être prise au sérieux. C'est ça le but. Ce n'était pas pour faire de la surenchère ou pour créer le buzz, mais c'était de poser le débat de ces relations qu'il y a eu entre certains régimes, notamment le régime de Blaise Compaoré et ses groupes, et peut-être que d'autres chefs d'État également agissent de la sorte. Et il faut une autre conception de la sécurité collective dans la région.